Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Macron est enfin visé par une enquête pour financement illégal de campagne électorale. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait longtemps qu'on attendait cette nouvelle, et enfin, elle est tombée. Mais avant de développer de nombreuses informations, je tenais d'abord à remercier tous ceux qui contribuent évidemment à financer cette chaîne. Je pense évidemment aux Darwiniens, à AX LDD et Overlord, qui, grâce à leur générosité avec les Super Thanks, me permettent de faire mon travail. Merci à vous. Et puis, je vous remercie tous là de m'avoir envoyé des centaines et des centaines de messages. J'essaie de répondre à tout le monde. C'est un petit peu compliqué, mais je m'y attelle. Ne vous inquiétez pas. Alors, on va commencer par le premier titre. Macron, la justice enquête sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron en 2007 et 2022. C'est une info qui est sortie dans Le Parisien. Alors, on a appris que cette enquête a été menée par 3 juges d'instruction il y a quelque temps et qu'elle apparaît seulement depuis hier, c'est-à-dire depuis le jeudi 24 novembre. 3 juges d'instruction donc enquêtent sur la sincérité des comptes des campagnes victorieuse d'Emmanuel Macron, j'aime bien ce mot victorieuse, en 2017 et 2022. En toile de fond, les relations entre le chef de l'État et son entourage avec le cabinet américain de conseil McKinsey et les conditions d'attribution de contrats publics. Pour en savoir un peu plus, il faut aller regarder chez Marianne, et notre confrère de Marianne nous explique que la première campagne donc, a été déclenchée pour tenue non conforme de compte de campagne et minoration d'éléments comptables dans un compte de campagne portant sur les conditions d'intervention de cabinets de conseil dans les campagnes électorales de 2017 et 2022. En ligne de mire, les 2 présidentielles victorieuses d'Emmanuel Macron et le rôle qu'aurait joué en sous-main McKinsey, les 2 comptes de campagne validés par le Conseil constitutionnel vont être ressortis des archives et épluchés. Tiens, le Conseil constitutionnel qui a validé les comptes de campagne, et puis on va regarder quand même dedans. C'est vraiment très intéressant et cela montre surtout une grande partie des collusions. Alors, comme le Pierre Gentillet nous dit aussi pas mal de choses intéressantes, eh bien on va l'écouter. Ce cabinet de conseil a fait, ne serait-ce que sur l'année 2021, 320 millions d'euros, sans jamais 329. payer 1 centime d'impôt sur les sociétés à l'État. Entre 2011 et 2020, aucun impôt sur les sociétés payé par McKinsey. Et je vous rappelle que l'État, par les services fiscaux, a les moyens d'avoir ces informations. Donc en fait, c'est pour ça que je vous dis, ce sont des questions. Pourquoi choisir un cabinet de conseil comme celui-ci? D'autant que je vous rappelle, le candidat Emmanuel Macron, il a été élu sur une ligne particulière, celle de l'exemplarité, en comparaison d'un autre candidat, soi-disant pas exemplaire, qui était François Fillon. Donc ça pose des questions. Et puis par ailleurs, les liens un peu incestueux entre des membres de la campagne d'Emmanuel Macron, des membres impliqués à haut niveau, qui se sont retrouvés quelques années après, comme par hasard, à des postes importants au sein de McKinsey. Comment se fait-il qu'on ait que c'est pu arriver? Et je vous dis encore une fois, sur des montants importants, McKinsey devient le premier conseil de l'État sous la crise Covid. Pourquoi est-ce qu'on prend McKinsey? Et puis enfin, il faut le dire, pourquoi prendre un conseil qui a été autant condamné? Alors c'est le juge Tournaire qui s'occupe de cette affaire. On espère qu'il aura la même célérité, la même sévérité qu'avec François Fillon, parce que c'était lui qui s'était occupé du cas François Fillon. Surtout, ce qui m'intéresse dans l'affaire McKinsey, puisqu'il y a eu une commission sénatoriale et que, en quelque sorte, cette enquête est issue de cette commission sénatoriale, c'est de bien comprendre que McKinsey a géré une grande partie des politiques Covid. Je voudrais juste vous rafraîchir la mémoire avec ce cabinet McKinsey qui avait géré un Big Pharma qui s'appelle Perdu Pharma et qui avait vendu un médicament, un opiacé, qui est responsable, écoutez-moi bien, de 500 000 victimes aux États-Unis. C'est-à-dire que Perdu Pharma est accusé d'avoir contribué à la mort de 500 000 Américains, et notamment de la classe moyenne et ouvrière blanche du Nord-Est. Alors, je vous donne un petit extrait de cette affaire des opiacés. Les tactiques marketing cyniques et délibérées de McKinsey ont contribué à alimenter la crise des opiacés en aidant Perdu Pharma à cibler les médecins dont ils savaient qu'ils surprescrivaient les opiacés. Autrement dit, ils avaient des relais médecins qui prescrivaient ces opiacés, qui étaient donc leaders et qui faisaient en sorte de les délivrer à leurs pauvres victimes.
McKinsey a notamment conseillé Purdue Pharma, qui a plaidé coupable l'an dernier dans ce dossier pour l'aider à doper les ventes, selon l'État de New York. C'est-à-dire que McKinsey avait conscience que ce médicament était extrêmement dangereux, qu'il était donc responsable de centaines de milliers de morts, puisqu'on fait des overdoses avec ce médicament. Eh bien, ils ont aidé Purdue Pharma, moyennant finance, à relancer ses ventes. Il a recommandé au groupe pharmaceutique de se concentrer sur les dosages élevés considérés comme les plus lucratifs, d'après les documentations judiciaires produites par les plaignants. Autrement dit, McKinsey a fait en sorte qu'il y ait des morts du côté américain. Il faut savoir aussi que Walmart, qui a distribué ce médicament de Purdue Pharma, a été aussi condamné. McKinsey a payé une amende de plus de 580 millions de dollars pour ne pas être poursuivi. Il se trouve que malgré tout, il y a des plaignants qui veulent sa peau. McKinsey est considéré comme un cabinet conseil d'un niveau, d'une malhonnêteté connue, d'un cynisme affirmé. Et c'est ce cabinet qu'a choisi Emmanuel Macron pour être élu, c'est-à-dire le cabinet des coups tordus, et c'est ce cabinet qui a géré une partie des politiques sanitaires. Un cabinet américain spécialiste des coups tordus. Et nous avons donc toute une série d'informations montrant qu'ils n'ont pas perdu la main en France. Donc, à mon avis, le juge Tourner, il a du pain sur la planche. Alors Emmanuel Macron, il est obligé de s'entourer de nouvelles personnes, et notamment de cette Anastasia Colesimo. Vous ne vous souvenez plus d'Anastasia Colesimo ? On va se rafraîchir un peu la mémoire. C'est bien cette Anastasia Colesimo qui avait dit des propos particulièrement épouvantables sur le plateau de LCI. On va les réécouter, tenez. Imaginez que l'on puisse refuser de soigner quelqu'un parce qu'il a fait un choix, peut-être stupide. Bon, d'accord. Alors parce qu'on est stupide, on est condamné à mort ? Non. J'ajoute un autre élément. Ça serait un bon moyen de sélection naturelle. Ça serait un quoi, vous dites ? Mais enfin, Un bon moyen de sélection naturelle. enfin, ça va pas Mais bien. non, mais moi je suis d'accord avec vous. Vous rigolez. De manière Attendez, beaucoup plus diplomatique. Je veux juste finir très rapidement. Attendez, Anastasia a dit que ce serait un bon moyen de sélection naturelle, mais on va vous... Non mais évidemment. Oh là là, parce que là j'ai peur. Mais non, Non, je traduisais parce qu'on n'a pas entendu, vous chevauchiez. Oui. Ouais, c'est absolument épouvantable. Eh bien, c'est la garde rapprochée d'Emmanuel Macron. Des gens sans foi ni loi, comme les cadres de McKinsey. Mais est-ce qu'on est vraiment étonné ? Depuis que je suis cette Macronie, je ne vois que des gens qui ont des soucis avec la justice ou qui n'ont, on va le dire, aucune conscience morale. Et je sais ce que vous pensez derrière votre écran. Vous allez me dire, mais ce sont des macronistes. Oui, ce sont des macronistes. Et on a appris dans la foulée que Emmanuel Macron avait nommé Luc Rémont à EDF. C'était le cadre supérieur qui avait participé au démantèlement d'Alstom. Ce qui fait dire d'ailleurs à certains que Macron va bientôt démanteler EDF pour faire plaisir aux Américains et aux Allemands. Bon, il a encore recasé un de ses cadres, après Castex à la RATP, Montchalin à l'OCDE, Castaner au port de Marseille et au tunnel du Mont-Blanc, l'Allemand délégué à la mer, etc. Il faudrait reprendre toutes les nominations. Nous sommes bien en effet dans une république des copains et des coquins. Macron nous avait dit « je traverse la rue et je vous trouve un emploi ». C'est vrai, pour ses copains, il n'y a aucun souci. Peut-être pour les Français, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis pour montrer que la Macronie est vraiment épouvantable, on a appris que les députés de l'opposition se sont rassemblés, notamment c'est une députée LFI qui a fait une proposition pour réintégrer tout le personnel suspendu non vacciné. Dans son discours, elle a quand même rappelé qu'il n'y a que la Grèce et la France qui n'avaient pas réintégré le personnel suspendu. Ça s'est passé pendant la nuit de jeudi à vendredi. Eh bien, le gouvernement a fait obstruction parce qu'il s'est trouvé face aux députés de la France Insoumise, aux députés du Rassemblement National et des LR. Et là, pour moi, c'est une excellente nouvelle. Enfin, les députés s'associent pour faire passer une loi. Cela sent quelque chose. Et ça, pour une fois, j'ai peut-être un motif d'espoir sur une future mention de censure. Parce que si les députés s'associent, c'est très 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 mauvais signe pour Emmanuel Macron. Alors, comme les députés Renaissance se sont retrouvés en minorité, eh bien, ils ont fait de l'obstruction, ils ont fait passer toute une série d'amendements pour empêcher le vote de la réintégration du personnel suspendu. Il y a une très belle... Olivier Marleix a pris la parole et il a dit des choses tout à fait justes. C'est pour ça que
une fois n'est pas coutume, puisque je lui ai quand même pas mal cassé du bois sur le dos, bien on va l'écouter. Est-ce qu'elles sont toutes maintenues? Le président Marlex avait demandé la parole. Allez-y. Merci Madame la Présidente. Le spectacle auquel nous venons d'assister dans notre Assemblée est assez consternant et je crois assez grave pour notre démocratie. Nous sommes sur un débat important, attendu par des dizaines de milliers de nos compatriotes, soignants ou autres, ou familles de soignants qui attendent ce débat sur la réintégration, usagers parfois des services publics, qui attendent ce débat sur la réintégration des personnels. Depuis ce débat, il est d'autant plus légitime, messieurs les ministres, que la France est un des tout derniers pays en Europe, avec la Grèce, je crois, à ne pas avoir encore réintégré les personnels soignants. Cette anomalie mérite à elle-même le débat que nous avons aujourd'hui. Or voilà que la minorité gouvernementale, particulièrement, soyez respectueux de chacun dans cette Assemblée, et pardon de vous rappeler les réalités arithmétiques. La minorité, étant particulièrement minoritaire ce soir, a été battue sur un amendement de suppression, et là, c'est l'affolement dans les groupes Renaissance et Alliés, et on assiste depuis à des manœuvres d'obstruction inacceptables. Manœuvre d'obstruction avec une centaine d'amendements déposés par les parlementaires de la majorité sur un amendement d'un de nos collègues, Philippe Juvin. Et pire que ça, et plus grave que ça, les ministres se sont livrés eux-mêmes à un exercice d'obstruction au travail parlementaire en déposant un amendement. C'est sans doute la première fois dans la Ve République qu'un gouvernement se prête à un travail d'obstruction pour empêcher l'Assemblée nationale de poursuivre son mission. Vous devriez effectivement avoir honte, messieurs les ministres, de vous être prêtés à ce jeu. Voilà. L'Assemblée, si la majorité est minoritaire, si l'Assemblée nationale ne vote pas comme vous le voulez, ce n'est pas à vous de voler à son secours. Respectez l'Assemblée nationale. Merci, Monsieur le Président Marlex. Voilà, un Olivier Marlex assez combatif. Vous savez que c'est Olivier Marlex qui est très pointu sur le dossier Alstom. Donc là encore, c'est une bonne nouvelle. Si les LR ont décidé de sortir de la ligne Juvin, vous savez que Juvin c'est un député LR qui était contre la réintégration, eh bien le groupe, lui, a été pour la réintégration et il voulait voter avec les LFI et le Rassemblement National. Bon, voilà d'assez bonnes nouvelles en fin de compte. Et on a appris aussi que le professeur Raoult avait décidé de se poursuivre contre Karine Lacombe en diffamation parce que il n'est pas du tout d'accord avec le verdict, jugé coupable de diffamation à mon encontre, mais relaxé pour une bonne fois dont je doute et je fais appel. En fait, cette histoire, elle est littéralement ubuesque, parce que lorsque le professeur Raoult affirme devant la représentation nationale qu'il y a davantage de morts à Paris qu'à Marseille, il s'appuie sur des témoignages. Et il s'appuie sur qui ? Eh bien, notamment sur un témoignage de Karine Lacombe. Oui, j'ai bien dit Karine Lacombe, celle qui défend le Remdesivir, ce médicament dangereux et toxique selon l'OMS, lorsqu'on essaie de traiter le Covid-19 avec. Oui, c'est elle qui affirme devant BFM que 40 à 50% des patients meurent en réanimation à la PHP. Donc, son témoignage est circonstancié. Et c'est la même qui arrive à diffamer le professeur Raoult à partir de ce propos. On est véritablement dans un système ubuesque. Et les juges considèrent Karine Lacombe de bonne foi. Bon, il est normal que le professeur Raoult fasse appel. Mais surtout, ce qui est absolument délirant aujourd'hui, c'est que les journalistes n'ont pas bougé d'un iota sur l'épisode Covid. Ils arrivent à maintenir des propos qui ne sont même plus considérés comme vrais par l'OMS. Alors, je voudrais juste vous montrer ce travail de LCI de débunkage sur la CADA. Je vous ai présenté ce document, c'est le professeur Tubiana qui avait demandé les chiffres de la mortalité Covid et on lui a envoyé une réponse, il n'y en avait pas.
Il faut savoir que LCI nous explique qu'ils ne savent pas d'où vient le document, ils ne comprennent pas le document. Mais par contre, ils ouvrent grand leur bouche de fact-checker et ils passent leur temps à diaboliser, à insulter, et on a l'impression de lire un document de style totalitaire. Notamment une accusation à charge, les premières lignes, dans les sphères adeptes de la désinformation. C'est-à-dire quand on se pose des questions, lorsqu'on présente les ministres en train de mentir, on est dans la désinformation. Le disque semble rayé. Il est vrai aussi que lorsqu'il se passe un événement historique, les historiens, les journalistes enquêtent. Pour les gens de LCI, circuler, il n'y a rien à voir. Nous savons très bien que les journalistes de LCI ont un objectif, c'est d'être en quelque sorte les agents d'influence du gouvernement. Après bientôt 2 ans de vaccination contre le Covid-19, ils continuent à crier au grand complot. C'est vrai que nous n'avons pas d'informations dans ce sens, mais ils se moquent de qui ? Alors, lorsqu'il présente Florian Philippot, nous avons une diabolisation absolument dégueulasse. Celui qui n'est pas arrivé à se faire élire aux dernières législatives continue à se placer en figure de la désinformation. C'est vrai que LCI n'a jamais remis en question les propos d'Olivier Véran, ce qui est quand même assez étonnant, parce qu'Olivier Véran dit une chose le lundi, il dit le contraire le mardi. L'objectif de LCI, c'est nous expliquer qu'il a toujours dit la même chose. Car lorsque nous avons véritablement des chiffres, quand ils nous sont donnés par le gouvernement, eh bien, les choses sont quand même bien différentes. Souvenons-nous ce que nous avait dit Marie-Estelle Dupont. L'analyse de l'activité hospitalière 2020. Qui a fait ça? C'est officiel. Alors oui, c'est l'ATIH, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. Elle est chargée de récolter, de compiler toutes les données sur les hospitalisations. Et on s'aperçoit qu'en 2020, seulement 2% des hospitalisations étaient liées au Covid. Alors certes, ce sont des hospitalisations qui durent un petit peu plus longtemps que les autres. 18 jours en moyenne. Mais seulement 2% et 5% en réa. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Donc dire ? on a donné l'impression que les services étaient pleins à craquer de patients Covid et en fait ça n'était pas le cas. Donc aujourd'hui il est temps, maintenant les chiffres le sortent. Quand on disait qu'on en faisait trop et qu'on était dans la peur et qu'on était dans l'hystérie, eh ben on avait raison, les chiffres sortent. On a confiné, on a jeté des jeunes dans le suicide, on a fermé des écoles. Il y avait peut-être d'autres manières de procéder moins brutales. Voilà, je suis désolée de vous dire que la peur a été disproportionnée. Voilà, quand l'ATIH nous donne un rapport, ça ne correspond absolument pas aux chiffres d'Olivier Véran, ça ne correspond absolument pas aux chiffres de Castex. Par contre, LCI, lui, en tout cas les journalistes, vont nous expliquer qu'il n'y a strictement rien à voir, que tout cela, c'est du complotisme. Et quand les journaux américains, notamment comme le Washington Post, je vous avais donné l'information hier, mais je la remets quand même, le Covid n'est plus une épidémie de non-vaccinés et ne l'a en réalité jamais été, c'est dit officiellement maintenant bien. Et donc la non-réintégration des suspendus est donc encore plus scandaleuse. Bon, ça, nous sommes tout à fait d'accord. Eh bien, nous avons ces chiffres aux États-Unis. Est-ce que nous pourrions les avoir en France, messieurs de LCI ? On aimerait bien les regarder. C'est bien beau de nous expliquer qu'il existe malgré tout des services qui ont comptabilisé, qu'Olivier Véran a pu s'appuyer, mais on aimerait les connaître parce qu'aux États-Unis, en Australie, nous parviennent des chiffres qui ne correspondent pas véritablement au narratif donné par l'Élysée, donné par Olivier Véran lorsqu'il était ministre de la Santé. Ça ne correspond pas non plus au dire de François Braun, le nouveau ministre de la Santé. Donc, on voudrait être informé, on n'a pas besoin d'agent d'influence ou d'agent de presse du gouvernement. D'autant que lorsqu'on s'intéresse au fact-checking, eh bien, il y avait une cellule de Fact and Furious, qui était celle qui était utilisé par beaucoup de journaux. Et or, Philippe Hurer nous explique, après Idriss Aberkane, à l'issue d'ailleurs du document d'Idriss Aberkane, que le fondateur était interdit bancaire, qu'il était connu pour violence conjugale, qu'il avait strictement aucune compétence, ni expérience, ni qualification journalistique. Il devient en un mois fact-checker, ses informations sont validées par l'AFP, citées par tous les médias, AFP, Reuters, Libé, Le Parisien, France Info, Le Monde et j'imagine LCI. Et ce personnage n'avait qu'un seul but, vomir, cracher, salir sur Raoult, Péronne et compagnie. Voilà le fact-checking de ces gens-là. Donc on aimerait peut-être là encore un peu plus de gens sérieux dans la presse française. Je voudrais d'ailleurs finir ma vidéo sur un débunkage. Je ne vais pas vous montrer les images parce qu'elles sont particulièrement atroces. En effet, si vous pouvez les regarder sur les réseaux sociaux, je pense à Militant André qui les a mises sur son fil Twitter. 10 soldats russes ont été exécutés
par les soldats ukrainiens alors qu'ils se rendaient. Cette vidéo a été validée par les journalistes américains, donc il n'y a plus aucun doute. Eh bien, pour les journalistes de Libération, cette vidéo n'est pas tout à fait claire, elle pose davantage de questions, c'est peut-être une fourberie russe en fin de compte. Et quand j'arrive à lire ce genre de choses sous la plume d'un journaliste de Libération, je pense à un sketch des Inconnus qui m'amusait bien à l'époque. On va laisser parler Didier Bourdon, en tout cas je vais faire une sorte d'imitation. Le patron du Macumba Night a été retrouvé dans le Vieux-Port, il s'est suicidé de 12 balles dans le dos avec les pieds dans le béton. La police n'exclut pas la thèse de l'accident. Voilà, c'est à peu près ça, Libération, LCI, ils ne sont pas là pour nous informer, mais tout simplement pour relater les narratifs du pouvoir. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas hésiter à défendre la presse de réinformation, à la mettre sur d'autres réseaux sociaux pour qu'on puisse exister. Bye bye.